Değerli izleyiciler, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Biz bu programda ağırlıklı olarak şu an Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin de gündemi olan bu konuda rapor hazırlayıp onaylayan bir konu. Bu konu medyanın medya içinde ve medya tarafında gündeme getirilen ve topluma yansıyan şiddettir. Bu şiddetin medya ile ilişkisi ne kadardır? Bu yönlü ne tür önlemler burada talep ediliyor? Bu konuda hem sivil toplum örgütleri dahil hükümetlerin, devletlerin yani Avrupa Konseyi'ne üye devletler başta olmak üzere ne bekleniyor bu konuda? Ne tür mekanizmalar öngörülüyor? Biz bu konuyu misafirimize soracağız ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Tamaşavan heja em nahal Konseya Avrupa'na li vedere taybeti hem şiddet u şiddet oku li navbera çapemeniye da te zaman gello rola medya li vedere çiye lazım ku devlet anci hükümet çi tedbiran bigirin bu kul şiddet شدت و تایبەتی لە ناو مدیا و مدیای نها ئەم بین هەمدەمی کو تەسیر لەسەر زەرۆکا جوواکێ نەکە ئەمێ لەسەر vê biskinin. D'abord, soyez bienvenue, Madame la Présidente, sur notre émission. Merci de m'avoir invité. Donc, le sujet qu'on va aborder principalement, c'est le rapport qui a été adopté en fait au sein de l'Assemblée parlementaire, la violence véhiculée dans et par le média. Bien sûr, c'est un sujet délicat, discutable. Est-ce que c'est vraiment le média qui est responsable? Mais surtout, on va parler les recommandations, les principes de cette maison et la problématique elle-même. Aussi, vous venez de Moldavie, mais dans la région où la Moldavie se trouve, bien sûr, tout le monde maintenant peut facilement penser l'Ukraine et la Russie. Le président de l'Ukraine, il était présent. L'Assemblée a fait un débat sur le sujet. Donc, on peut dire que le Conseil de l'Europe a un avis sur le sujet. Tout ça, on va parler ensemble. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous vous présentiez un peu qui est Madame Anna Gutu. Je suis parlementaire moldave depuis 2009. Je viens en politique après 25 ans de carrière universitaire. Je suis professeur de linguistique française et j'ai été en fait invitée de prendre part à la vie politique moldave après les événements en 2009, la révolution Twitter, quand les jeunes étaient sortis dans les rues pour revendiquer leur choix à la liberté, leur droit à la liberté, parce que après les élections de 5 avril 2009, c'était de nouveau les communistes qui étaient revenus au pouvoir. Et grâce à cette manifestation des jeunes, on a eu des élections anticipées et le gouvernement a changé. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons une coalition pro-européenne. Et en fait, grâce à ces 5 ans de réformes et d'avancement sur la voie de l'intégration européenne, la République de Moldavie a pu obtenir des succès. Revenant à ma carrière, je suis professeur universitaire, je suis auteur des publications scientifiques, environ 300 dans différentes revues scientifiques. Je suis également auteur de livres qui visent par exemple la problématique identitaire, la problématique du pouvoir de la langue. J'écris en français parce que le français c'est ma langue d'expression dans une langue de large diffusion, si vous voulez. Ou bien de travail. Je suis de travail. Je suis également impliquée profondément dans la francophonie universitaire. Je fais partie du conseil d'association, du conseil d'administration de l'agence universitaire de la francophonie qui regroupe environ 800 universitaires partout dans le monde. Voilà, c'est un peu le parcours professionnel de Anna Gutu. Actuellement, je dirige la commission de politique extérieure et intégration européenne dans mon pays, dans le Parlement moldave, et ici à l'Assemblée parlementaire. Du Conseil de l'Europe, je dirige la commission culture, sciences, éducation et mass média.
justement, le média, nous sommes carrément dans le sujet. Et donc, le rapport qui s'intitule en fait « La violence véhiculée dans et par les médias », pourquoi elle était nécessaire, ce rapport? C'était une proposition de résolution qui a été signée par plusieurs parlementaires, mais la signature principale appartenait à Sir Roger Gale, qui est un politicien de Grande-Bretagne. L'intitulé initial du rapport était plus restreint parce qu'il fallait parler de la violence véhiculée dans la presse. Ensuite, on a étendu le sujet sur la demande de Sir Roger Gale. On a changé l'intitulé du rapport. On a fait ça au parcours de cette année, à partir du mois de janvier. Ensuite, nous avons bénéficié de plusieurs auditions avec participation des experts dans le domaine. Notre commission s'est réunie à Paris, ici à Strasbourg. Et voilà, pour cette session du mois de juin, notre commission a proposé ce rapport pour un débat en séance plénière. Le rapport est très intéressant et je crois qu'il est très utile parce que la législation européenne nécessite des réglementations claires pour ce qui est de la violence. Le rapporteur a essayé de nous convaincre que la définition de la violence, quand même, elle est différente selon les traditions, les particularités nationales de chaque pays membre du Conseil de l'Europe, mais la violence peut être définie, elle doit être définie. Une fois que la violence peut être définie, elle doit être définie, nous devons nous soucier de la santé publique de nos sociétés, de nos citoyens. Et quand on parle de la violence véhiculée dans et par les médias, les premières personnes auxquelles nous pensons, ce sont les enfants et les adolescents. Parce que le jeune âge, c'est l'âge précoce pour inculquer des principes et des valeurs à nos enfants. C'est l'âge où se forme la conscience, si vous voulez, sociétale d'un jeune. Et alors, si les jeunes sont trop centrés sur les jeux vidéo, sur les programmes télévisés qui véhiculent de la violence, et le cas où cette violence n'est pas contrôlée, n'est pas classifiée, n'est pas filtrée, on risque d'avoir des générations qui seront très tentées pour commettre des délits et pourquoi pas même des crimes. C'est difficile de réglementer, il faut reconnaître, même si... Pour mieux comprendre, on peut donner quelques exemples parce qu'il y avait certains cas aux États-Unis, ça a engendré beaucoup de violence. Oui. Peut-être quelques exemples pour mieux comprendre. J'en viendrai à ces cas, à ces exemples, parce que grâce au débat qui a eu lieu dans la séance plénière, on a pu enrichir les opinions et les attitudes des parlementaires envers ce phénomène. Nous connaissons des cas aux États-Unis quand des adolescents, des jeunes, des étudiants ont tué leurs professeurs, leurs copains, et c'était terrible. Et on ne comprend pas pourquoi ce genre de choses peuvent apparaître, mais quand on regarde de près la production vidéo, quand on parle des jeux vidéo, mais aussi des films artistiques, pourquoi pas parfois des programmes d'actualité télévisés, ce qui se passe en Ukraine maintenant. Quand on vous montre des images avec des cadavres, des personnes qui ont été maltraitées, etc., bien sûr que ça donne cours à des comportements semblables, voilà, des comportements qui peuvent déclencher des tragédies. Ensuite, il y a le cas de Norvège, le fameux Breivik qui a tué les représentants de minorités, de différentes minorités nationales qui participaient à un forum international, même si Breivik n'est pas un adolescent, mais c'était un jeune qui a agi de cette manière. Ça, c'est exceptionnel. Bien sûr que le projet de la résolution déjà qui a été adoptée, mais également les recommandations sont de grande actualité. Je ne crois pas que tout doit s'arrêter ici, parce que les parlementaires de l'Assemblée doivent porter à la connaissance dans leur pays, aux parlements nationaux, le sujet de ce rapport qui a été débattu, et de contribuer largement à ce que les législations nationales soient amendées dans cette direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit exister des possibilités de classifier et de filtrer tout ce qui est lié à la violence dans les jeux vidéo, dans les programmes, les films, etc.
Malheureusement, une étude statistique prouve que seul un pourcentage infime des jeunes et des enfants utilisent ces filtres. Voilà, des images de violence. Et ça, c'est bien sûr que c'est inquiétant. Il faut obtenir que ce filtre, ce classement qui doit... Surtout, on parle de nouveaux voilà. médias. Oui, c'est ça, oui, dans les médias, ouais. doit exister, voilà. Ce n'est pas facile, parce qu'en fait, rien n'est facile quand il s'agit des réglementations. On doit ménager d'un côté la liberté d'expression, la liberté des médias, on parle maintenant de la liberté des médias, avec la correctitude que ces médias doivent avoir à l'égard du processus d'influence sur les mentalités sociales et sur les mentalités des jeunes, pourquoi pas. Parfois, c'est difficile parce qu'on risque d'être culpabilisé du fait qu'on viole, par exemple, le droit à l'expression ou la liberté des médias, etc. Mais de toute façon, le sujet a été lancé, il a été débattu. On a une résolution, une recommandation qui ont été adoptées. Maintenant, c'est à nous, les parlementaires, de mener à une bonne fin et d'assurer une finalité efficace à ce rapport et à la résolution et à la recommandation. J'aimerais bien ouvrir une parenthèse, parce que là, bien sûr, on va parler du rôle des médias. Est-ce que cette violence qui est dans notre société, les guerres au Moyen-Orient, puis l'Ukraine, un peu partout, quelle est la part de responsabilité? Parce que vous êtes enseignant, scientifique. Est-ce que l'éducation, l'État, en fait, la responsabilité politique, combien elle est présente dans cette violence qu'on vient de citer? Oui, je crois que là, il faudrait quand même discerner la violence qui est utilisée de manière expresse, par exemple dans les jeux vidéo, toutes sortes de stratégies guerrières, etc., qui sont très populaires et qui sont adorées par les jeunes. Les films artistiques qui sont tournés et les metteurs en scène qui sont à la recherche d'une grande audience, vous voyez, et des actes violents qui se glissent dans les programmes télévisés grâce à l'actualité. Vous venez de mentionner les guerres voilà, aujourd'hui, on a la guerre en Ukraine. Personne ne s'était imaginé que cela aurait été possible. Nous avons les guerres en Afrique du Nord, les différents conflits, parfois les conflits gelés, etc. En Irak, en Syrie, maintenant, ce qui se passe là. Ce genre de violence est inévitable parce que les médias doivent montrer ce qui se passe. Voilà. Mais bien sûr que là, quand même, il faut aussi tenir compte et de penser peut-être à couvrir certaines images ou prévenir le public que ces images portent atteinte à l'état psychique des gens, etc. Donc il y a toujours ce signal de prévention qui doit être présent. Mentionné. Et donc, bon, bien sûr, c'est une invitation aussi pour le média pour qu'il prenne ses responsabilités. Mais quelle forme de mécanisme pour, en fait, finalement, appliquer les souhaits que l'Assemblée formule? Parce que les mécanismes contraignants, il faut quand même une convergence, un accord des États pour que ça se marche mieux avec les frontières qui n'existent pas pour les médias actuellement. Tout à fait. Oui, tout à fait. D'abord, il faut prévoir un agenda. Parce qu'une fois la résolution, la recommandation adoptée, maintenant, les parlements nationaux doivent déclencher d'abord une discussion à propos de ce sujet, doivent organiser des consultations avec les ONG, avec les représentants des médias, afin d'élaborer une législation le plus adéquatement possible pour filtrer et classer les cas de violence qui sont véhiculés dans et par les médias. Ensuite, un projet de loi doit naître de ces consultations et de ces auditions pour pouvoir adopter au Parlement national. Oui. Et ensuite, bien sûr, la mise en place de cette loi dans chaque pays selon les traditions
européenne, les traditions du Conseil de l'Europe, la presse est libre, elle est indépendante. Il existe un organisme spécial qui s'occupe de la réglementation des médias. Ce n'est pas le Parlement, en aucun cas. Les parlements n'ont rien à voir avec ça. Donc, ils peuvent améliorer la législation, adopter des législations nouvelles qui vont dans le même sens que les directives européennes ou les résolutions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Mais une fois la loi adoptée, le Parlement n'a rien à voir avec la réglementation des médias. C'est un organisme tierce, indépendant, qui s'en occupe. Voilà, ça serait peut-être les pas à entreprendre après l'adoption de la résolution et de la recommandation sur la marge du rapport violence véhiculée dans et par les médias. Et le comité des ministres, qu'est-ce qu'il doit faire d'une manière en fait concrète à cet effort? Parce que de faire, bon, vous avez lancé un appel, le rapport est adopté. C'est justement la tâche pour le comité des ministres de favoriser l'impulsion de la création des mécanismes de classification de tout ce qui signifie la violence véhiculée dans et par les médias. Ça, c'est déjà à faire par le comité de ministres. Donc, ensemble, il ne faut pas quand même séparer les deux tâches, mais je crois que séparément, les parlements nationaux, mais aussi le comité de ministres du Conseil de l'Europe doit porter à la connaissance des gouvernements des pays membres du Conseil de l'Europe tout ce qui vise ce projet, cette résolution et cette recommandation. L'aspect en fait de l'éducation, parce que l'éducation, vous êtes bien placé pour parler. La violence qui n'est pas très visible des fois, exemple l'éducation des États, un peu à la fois impartiale, nationaliste, voire raciste, etc., d'une manière directe, machiste. Tout ça, quand je parle de la violence c'est pluriel malheureusement, donc la violence à l'égard des femmes, des enfants, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer un peu l'éducation de base? Bien sûr les parents, mais aussi l'éducation à l'école. Oui, vous savez que le Conseil de l'Europe, c'est la maison des droits de l'homme. Et je crois que c'est la place la plus appropriée pour parler du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une des libertés fondamentales, c'est le droit à la vie décente, n'est-ce pas? Et l'évincement complet de la discrimination sur n'importe quel critère d'appartenance à un certain genre, à une certaine minorité. Voilà, le Conseil de l'Europe promeut la tolérance allant jusqu'à l'acceptation des différences qui existent autour de nous. Parce que l'Europe, elle est différente, mais elle reste unie et c'est à nous d'assurer cette unité dans la diversité. Ce n'est pas facile, bien sûr, et ça ne sera jamais facile parce qu'idéalement, on ne peut pas atteindre un état de choses quand tout est très bien équilibré, il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas de xénophobie. C'est juste parce que les hommes sont différents. Cette différence nous vient d'Adam et d'Ève, voilà, dès le début, de l'origine, si vous voulez. L'éducation, oui, c'est la dimension, c'est le segment sociétal qui est responsable d'une manière très poussée de la qualité de l'éducation. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'un proverbe roumain, par exemple, dit il faut avoir les 7 ans de la maison, de la famille. Donc 7 ans, c'est l'âge de l'éducation primaire, si vous voulez, première dans la famille, et c'est dans la famille que l'enfant se forme. Et pourquoi ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, l'institution de la famille peut-être souffre également des mutations. Il y a des familles séparées, il y a des familles incomplètes, il y a des mères seules qui éduquent leurs enfants. Donc ce n'est pas toujours que la famille peut assurer une éducation correcte dans le respect des droits de l'homme, dans l'esprit de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, si différent qu'il soit. Alors, beaucoup de résolutions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe visent également ces sujets-là. Donc la bonne éducation, l'éducation correcte, l'éducation dans l'esprit des valeurs du Conseil de l'Europe. Qui est le responsable? L'État, bien sûr, les États membres du Conseil de l'Europe qui doivent assurer d'abord un accès au processus éducationnel sans aucune discrimination pour tous les âges,
Voilà, pour toutes les catégories de la société, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, les États sont responsables de ça. Et l'éducation ne doit servir de question de dispute politique. Quel que soit le pouvoir politique dans le pays, l'éducation doit être au centre des sociétés parce que cela assure un bon développement de la société. Et le développement de la société ou du pays sur la voie du progrès. Plus on investit dans l'éducation, plus on a des résultats meilleurs. Alors, le spectre de l'éducation, bien sûr qu'il doit être également segmenté, parce qu'on a l'éducation à l'école, l'éducation à l'université. En éduquant les jeunes générations, il ne faut pas oublier qu'il faut leur inculquer également ces valeurs démocratiques. C'est bien qu'ils sachent de la mathématique, de la langue, qu'ils sachent des choses de la chimie, etc. Mais si un élève qui est éduqué à l'école et à l'université n'est pas préparé d'être lancé pour la vie dans une société, là où il va rencontrer différents défis, là où il va peut-être avoir beaucoup de questions, et s'il ne peut pas répondre à ces questions, s'il, par exemple, n'est pas préparé à s'impliquer dans le processus décisionnel de sa petite communauté, par exemple, s'il est à l'école, un groupe d'élèves, à l'université, un groupe d'étudiants, pour dire qu'il lui n'est pas indifférent tel ou tel phénomène ou tel événement. Voilà, je crois que ça nous manque parfois. Il faut dépasser l'égoïsme et l'égocentrisme des élèves. Voilà, et il ne faut pas les laisser recroqueviller sur eux-mêmes, introvertis. Il faut les extrovertir, c'est-à-dire les éduquer dans l'esprit de l'ouverture vers la société, l'ouverture vers le progrès. Et là, en parlant du progrès, il faut également reconnaître que la paix est un cadre existentiel déterminant. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et quand je dis ça, bien sûr, je pense aux conflits armés qui ont lieu aujourd'hui un peu partout dans le monde. Qui passe par le respect mutuel. Ah oui, bien sûr. Le respect mutuel, le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre et reconnaître que la diversité, en fait, c'est une richesse. La diversité ne doit pas séparer les gens. La diversité doit les enrichir. Mais pour ça, il faut être prêt à accepter, disons, la mondovision kaléidoscopique pour laquelle je plaide, moi personnellement. Quand je suis linguiste, je parle plusieurs langues. Alors, il faut aussi tâcher de faire apprendre à nos jeunes, à nos enfants, plusieurs langues, parce qu'une langue est véhiculaire d'une culture. Plus de langues l'enfant connaît, le jeune connaît, plus de cultures sont ouvertes à lui. Et cette ouverture, souvent, manque à certains représentants de nos sociétés modernes. On apprend toujours, comme vous venez d'apprendre, que le kurde fait partie de langue iranienne. Ah oui, voilà. C'est ça. Et merci de cette précision. Donc, on passe d'un sujet très en fait sérieux, d'actualité, ce qui se passe en Ukraine. Le président en fait de l'Ukraine, donc M. Petro Poroshenko, il était là aujourd'hui. Bien sûr, il y a ce qui se passe là-bas, en Crimée, entre la Russie, l'Ukraine. Pas peut-être avec de mots d'actualité, mais avec un peu de recul pour mieux comprendre la situation. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Madame Goutou? J'ai pris la parole aujourd'hui dans l'hémicycle, dans le cadre du débat d'actualité qui a été consacré aux conséquences humanitaires et politiques de la crise en Ukraine. Et j'ai suggéré que malheureusement, on n'a pas donné encore la définition de ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que les autorités ukrainiennes disent qu'ils ont déployé une opération antiterroriste. Les Russes ont amené des tanks, des armements et des avions de chasse et des avions de guerre. Alors, si c'est une guerre, pourquoi les institutions internationales et les autorités ukrainiennes ne le disent pas à haute voix? Parce que dans les conditions de guerre, le citoyen doit savoir très concrètement quels sont ses droits, quelles sont ses libertés, où se terminent ses droits et ses libertés, et comment faire face à ce qui se passe en Ukraine. Parce que nous avons en Ukraine, il existe maintenant plus de 100 000
citoyens déplacés intérieurement. Il y a des migrations à cause de la guerre qui est là, tout précisément. Et il y a des problèmes humanitaires parce que les gens ont des soucis pour ce qui est de leur sécurité santé. Ils n'ont plus de médicaments, suffisamment de médicaments. Ils n'ont pas de denrées alimentaires. Les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ce sont des choses très compliquées et très complexes. Et je crois qu'un des lapsus principaux a été la non-définition de cette crise en Ukraine, qui, selon moi, est une guerre. C'est une guerre. Deuxièmement, de point de vue politique, bien sûr, j'ai salué l'élection de Petro Poroshenko en tant que président de l'Ukraine dès le premier tour. Ça, c'est bien, parce que le peuple ukrainien a exprimé très clairement ce qu'il veut. Il veut la stabilité, il veut la paix. Ils ont élu Poroshenko. Et maintenant, Poroshenko, lui, a reconnu lui-même, aujourd'hui dans l'hémicycle, que la responsabilité est très grande pour lui, devant ceux qui se sont assumés la gouvernance maintenant en Ukraine. La responsabilité est très grande. Ce qui m'a beaucoup réjoui, le fait que Poroshenko se situe fermement sur la position du peuple ukrainien qui désire l'avancement sur la voie de l'intégration européenne. Demain, le 27 juin, à Bruxelles, Petro Poroshenko, le président de l'Ukraine, va signer l'accord d'association à l'Union européenne. Aussi bien mon pays, la République de Moldavie, demain va signer également l'accord d'association à l'Union européenne avec la Géorgie. Donc 3 pays de partenariat oriental ont démontré la volonté politique d'avancer sur la voie de l'intégration européenne et nous nous réjouissons de ça. En même temps, je crois que... Ça va irriter les Russes? Oui, ça a déjà irrité les Russes. Ça a déjà irrité les Russes parce que les autorités russes ont déclaré qu'après la signature de l'accord d'association à l'Union européenne, la Géorgie, l'Ukraine et la République de Moldavie doivent s'attendre à des problèmes pour ce qui est de la collaboration économique. Quels pourraient être ces problèmes? Bon, la coupe du gaz naturel vers l'hiver, je crois, parce que maintenant, la Russie a coupé le gaz pour l'Ukraine. La République de Moldavie est alimentée en gaz naturel via l'Ukraine. Nous avons encore, pour le moment, nous avons ce gaz naturel. Je vais juste rappeler que la Moldavie se trouve entre l'Ukraine et la Roumanie. Voilà, la Moldavie se trouve entre l'Ukraine et la Roumanie. Mais la Moldavie déjà a pris des précautions pour ce qui est de l'alimentation en gaz naturel. Il y a un projet très grand avec la Roumanie. On construit une voie d'alimentation avec du gaz naturel de l'Europe. Donc on va avoir la possibilité d'une ligne d'alimentation reverse. Et avec ça, peut-être, on va se débarrasser de cette dépendance à 100% du gaz russe. Voilà, un gazoduc, voilà. En fait, c'est ça, la crise en Ukraine. Bien sûr que la République de Moldavie connaît également des provocations à l'heure actuelle. Il y a du séparatisme dans l'air. Nous avons la fameuse région de Transnistrie, qui est une région sécessionniste depuis la guerre de 1992. L'essentiel dans le cas de l'Ukraine, avec l'annexion de la Crimée, et dans le cas de la République de Moldavie, avec la région sécessionniste de la Transnistrie, il est important de s'assurer des forces qui gardent la paix, mais que ce ne soit pas les Russes, parce qu'actuellement en Moldavie, ce sont les Russes qui sont les garants de la paix, ce qui est un peu paradoxal. Nous devrions changer ce format des forces qui gardent la paix. Ça devrait être des forces non pas militaires mais pacifiques et pourquoi pas une mission ONU qui puisse assurer la stabilité dans la région. Et ici dans cette maison, que ce soit en fait le Congrès des pouvoirs et locaux, a maintes fois en fait souligné l'importance d'une autonomie pour la région russophone, le Crimée. Est-ce que cela a eu un impact sur la situation? Je crois que ce n'est pas plus d'autonomie qu'ont exigé ces régions. Parce qu'en fait, je parle avant. La demande des Russes de Crimée et des Russes de l'Est de l'Ukraine, ce n'était pas pour plus d'autonomie. Ils ont décidé de faire exploser la situation. Les Russes de la Crimée avaient de l'autonomie. Ils avaient la possibilité d'avoir une vie décente, etc. Je crois que les séparatistes pro-russes de l'Ukraine, aujourd'hui, se sont très bien rendus compte de la grande faute qu'ils ont commise
parce qu'ils traversent une crise humanitaire. Ils ont compris que la Russie, ce n'est pas la sauveuse, la salvatrice, si vous voulez, des Russes de l'Ukraine. Et la Russie n'a pas les moyens suffisants de le faire. Parce qu'auparavant, Poutine disait qu'avec $1 milliard, il va solutionner le problème de la Crimée. Aujourd'hui, il dit qu'il aura besoin de $4 milliards. Je crois qu'avec le passage du temps, les chiffres vont changer davantage. Voilà pourquoi il est très dangereux au début du XXIe siècle de suivre l'idée séparatiste qui a été maintenue par la Russie en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. Ça ne mène à rien, ça mène à la guerre et à une crise humanitaire profonde. Le séparatisme doit être combattu. D'ailleurs, la Duma russe a aussi adopté une loi contre le séparatisme. La Rada, le Parlement ukrainien, a également adopté une loi contre le séparatisme. Et moi-même, je fais un projet de loi dans mon pays, mais également une motion pour projet de résolution ici au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire, pour un rapport et un projet de résolution de combattre et prévenir le séparatisme. Madame Anna Goutou, en ce qui concerne Moldavie, l'Ukraine, il y a un problème de démocratie. Quelle est votre analyse, définition pour que la démocratie soit adoptée en fait d'une manière véritable, pas peut-être une démocratie bien développée, mais une démocratie que Conseil de l'Europe, qui peuvent rentrer dans les normes du Conseil de l'Europe? Oui, c'est une très bonne question. Moi, je crois qu'une réponse très ponctuelle n'existe pas à cette question. La démocratie a été définie par les Grecs, c'est le pouvoir du peuple. Et la démocratie, dans l'esprit du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, signifie d'abord liberté d'expression, liberté d'association. Ça veut dire le droit au choix, la démocratie électorale, ça veut dire pluralisme d'opinion, pluripartitisme également, et la fonctionnalité des lois, c'est-à-dire la primordialité de la loi, la bonne fonction de l'état de droit. Et je crois que tous les pays qui sont membres du Conseil de l'Europe doivent œuvrer dans cette direction-là, de ne pas permettre de dérailler et de ne pas permettre la violation de tous ces principes démocratiques que je viens de citer. Ce n'est pas un secret aujourd'hui que dans certains pays européens, juste après les élections européennes, nous avons pu voir ça. Il y a une croissance de la popularité des partis extrémistes de droite, des partis extrémistes de gauche. Je crois que les politiciens ont une tâche à résoudre aujourd'hui de faire progresser l'implication de plus en plus croissante des citoyens dans le processus démocratique, d'inciter les citoyens à vouloir participer au processus décisionnel. Parce qu'il ne faut pas accepter que la fatigue démocratique s'empare de nos pays et de nos sociétés. Les responsables politiques, quelle est la part de responsabilité politique? Oui, c'est ce que je dis, c'est la responsabilité des politiciens. Ouais. Toute la responsabilité leur revient parce que ce sont eux, mais bien sûr les organisations non gouvernementales et à la société tout entière. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame Anna Goutou, d'avoir participé à notre émission. Je vous remercie de votre invitation. Temaşevan heja amhatın daviya programı bemine de hoşida. Değerli izleyiciler, biz programımızın sonuna geldik. Haftaya başka bir konuk ile buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.